Est-il possible de créer des graphismes aussi réalistes avec aussi peu de lignes de code? Eh bien, figurez-vous qu'avec un peu de maths et un peu de code, on peut vraiment créer des choses incroyables et magnifiques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous aussi vous pouvez dès maintenant commencer à créer ce type d'image. Mais avant ça, je peux vous faire un petit rappel sur comment le rendu graphique est réalisé dans les jeux ou autres. Tout d'abord, la technique la plus connue ou la plus utilisée, c'est la rasterisation. Avec cette technique, nos scènes sont entièrement constituées de triangles qui, assemblés ensemble, forment des polygones créant différentes formes et objets. Ces triangles sont formés en les remplissant de pixels en fonction de leur couleur ou de leur texture. J'avais déjà entièrement détaillé cette technique dans une de mes anciennes vidéos que je vous invite à voir. Le lien est dans la description. Ensuite, une autre technique assez connue mais un peu moins courante qui monte en force dans l'industrie des jeux vidéo, le ray tracing. Cette méthode consiste à tracer des rayons depuis la caméra sur chaque pixel de l'écran en espérant trouver une intersection avec nos objets. Et quand il y en a une, on peut faire rebondir ces rayons pour ainsi créer des reflets en fonction des matériaux utilisés par l'objet. Par exemple, si c'est un métal, ça va réfléchir plus la lumière que si c'était un plastique. Et ça dépendra du matériel. Maintenant, laissez-moi vous introduire une nouvelle technique un peu similaire au ray tracing qui est ma méthode préférée et que je trouve très élégante. Bienvenue dans le monde du ray marching. Avant de directement programmer, commençons d'abord par comprendre les maths et la théorie derrière cette technique. On va se mettre en 2D pour que ce soit plus simple. Imaginons une scène avec notre caméra ici et l'objet que l'on souhaite afficher, en l'occurrence un cercle. On va chercher à savoir comment est-ce qu'on peut définir ce cercle par une formule. Eh bien, ce qui est la base du ray marching, c'est de définir nos objets en termes de distance. Dans le cas de notre cercle, on va chercher à trouver la distance la plus proche entre notre caméra et notre cercle. Et cette distance est représentée par cette formule. On prend d'abord la distance entre l'origine de la caméra et on enlève la distance du rayon. C'est aussi simple que ça. Cette fonction de distance se nomme la SDF, c'est-à-dire la Signed Distance Function, et renvoie la distance entre la caméra et la surface la plus proche. Elle est positive à l'extérieur et négative à l'intérieur de la surface. Bien sûr, on ne va pas se limiter au cercle. Les fonctions de distance existent aussi bien pour les triangles que pour les rectangles. Et d'ailleurs, plein d'autres formes dont on peut trouver la fonction sur Internet. On peut même combiner ces fonctions, les transformer, mais ça, c'est pour après. Maintenant, à partir de cette fonction, comment est-ce qu'on peut créer nos belles images ? Notre caméra va envoyer un rayon en direction d'un pixel et ce rayon va parcourir la distance de la surface la plus proche. Ensuite, on recommence ce processus jusqu'à atteindre l'objet. Et donc, on renvoie sa couleur. Mais si le rayon ne touche rien, alors on renvoie la couleur de l'arrière-plan, soit du noir ou autre chose. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça car on cherche à savoir la distance maximale que le rayon peut au moins parcourir sans rentrer dans un objet et on répète cela jusqu'à atteindre la distance minimale entre notre rayon et le plus proche objet. Ou alors la distance maximale que peut atteindre ce rayon ou même le nombre d'itérations maximum. Rajoutons aussi que l'on exécute cet algorithme pour chaque rayon formé par l'origine de la caméra avec chaque pixel de l'écran. Jusqu'ici, on a vu comment faire des cercles, des rectangles, des triangles, etc. grâce aux différentes fonctions de distance, mais comment faire plus ? Il existe différentes opérations pour faire différentes choses. On peut déplacer notre objet grâce à une soustraction avec notre position, on peut appliquer une rotation grâce aux matrices rotationnelles, et on peut changer la taille, on peut tordre notre objet, etc. Plus généralement, on peut faire des transformations sur nos positions. Ensuite, on peut faire des opérations sur plusieurs objets. Par exemple, prendre le minimum des deux fonctions de distance peut être utilisé pour l'union de nos deux formes. Le maximum peut être utilisé pour l'intersection des deux élémets. On peut même soustraire en prenant le maximum et en mettant négative l'une des fonctions. Encore mieux, on peut même lisser les bords en utilisant des fonctions comme Smooth Mean. Avec tous ces outils très puissants, on peut vraiment faire de la modélisation 3D très simplement.
On a vu jusqu'ici une bonne partie des concepts théoriques. Et maintenant, comment passer à la 3D? C'est très simple, on peut programmer tout ça sur ce qu'on appelle un fragment shader. C'est un programme qui va s'exécuter pour chaque pixel de l'écran grâce à la carte graphique. Chez vous, vous pouvez coder directement sur le site ShaderToy ou alors en utilisant une librairie graphique comme OpenGL, Unity ou autre chose. Je commence par créer ma Signed Distance Function pour une sphère et je crée mon algorithme de ray marching. Je l'appelle et si j'affiche la distance pour chaque pixel en une teinte de gris, on voit bien apparaître notre sphère avec les distances les plus proches qui sont plus foncées car ils se rapprochent de 0. La prochaine étape sera d'inclure la lumière dans notre scène. Et pour cela, on peut utiliser les ombrages de Phong. J'avais prévu de faire une vidéo pour expliquer les différentes manières d'illuminer une scène, mais là je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Les ombrages de Phong consistent à combiner 3 types de lumière. La lumière ambiante, la lumière diffuse, puis la lumière spéculaire. La lumière ambiante se calcule très facilement en ajoutant une constante à notre source finale. Après, je peux rajouter une couleur de fond en faisant une condition de si notre rayon a dépassé la distance maximale. Sinon, notre rayon a touché un objet et donc elle va faire les calculs de lumière. Maintenant, un peu plus compliqué. La lumière diffuse se calcule en prenant le produit scalaire du vecteur normal à notre surface et du vecteur directionnel de la source de lumière. Alors, pourquoi c'est comme ça? Imaginons que nos deux vecteurs sont parallèles, alors le produit scalaire sera égal à 1, et donc à ce point, c'est comme si la lumière était la plus illuminée. Or, si je mets mes deux vecteurs perpendiculaires, alors le produit scalaire sera égal à 0, et donc à ce point, la source de lumière sera égale à 0 et donc aucune lumière ne passera. Après, pour que la lumière n'ait pas une valeur négative, on va prendre le maximum avec 0. Comme ça, la valeur minimale sera de 0. Après, on peut multiplier par une constante pour paramétrer la force de la lumière. Aussi, pour trouver la normale de la surface, on doit prendre le gradient de notre fonction de distance en notre point. On fait ça parce que, si vous vous souvenez de vos cours de maths au lycée, la dérivée mesure la pente sur l'endroit où vous vous trouvez. Le gradient, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, il nous renvoie un vecteur dans la direction où la pente est la plus forte. Et dans le cas de notre Signed Distance Function, c'est la normale à la surface. Ou sinon, vous pouvez juste copier-coller cette fonction. Enfin, pour la lumière spéculaire, on va réfléchir notre lumière directionnelle en fonction de la normale de la surface, puis on prend le produit scalaire avec le vecteur formé par notre rayon. Je mets sa valeur minimum de 0, puis j'ajuste sa force grâce à l'exposant d'une constante. Donc notre lumière finale sera la somme des 3 lumières, puis on la multiplie par notre couleur finale. Et ainsi, on se retrouve avec notre sphère sur laquelle on peut ajuster les paramètres de lumière. Maintenant, pour se déplacer, on peut tout simplement ajouter une caméra à notre rayon d'origine, donc des positions X, Y et Z, et pour les rotations, on peut multiplier notre rayon d'origine par une matrice de rotation. Après, si vous voulez une caméra interactive, ce sera un peu plus compliqué, mais là ça nous suffit. Maintenant, on souhaite rajouter sur le sol un plan, et pour cela c'est facile, on utilise la fonction de distance pour le plan. On va déplacer notre plan un peu vers le bas, puis on combine notre plan et notre sphère grâce à la fonction min, souvenez-vous. Donc on se retrouve avec ce résultat, mais on remarque que c'est pas très beau, il n'y a pas d'ombre. Et pour créer un effet d'ombre, il y a plusieurs techniques. On peut utiliser ce qu'on appelle l'occlusion ambiante, qui va réduire la luminosité dans les endroits où la lumière a du mal à parcourir. Et sans plus de détails, on peut trouver la fonction sur internet. Et en multipliant l'occlusion ambiante par notre couleur finale, on obtient ce résultat. Avec une petite ombre assez sympa, on peut faire plus en incluant d'autres algorithmes d'ombrage, comme par exemple les soft shadow ou les hard shadow, et au final on se retrouvera avec ce résultat pas si mal que ça. Et si on veut inclure plus d'éléments, faire de la modélisation 3D, on le peut, comme je vous l'ai montré juste avant avec la 2D. Je peux prendre l'équation d'une boîte et l'inclure dans le monde, l'équation d'une pyramide, etc. On peut y ajouter une couleur, c'est très simple. On réécrit les fonctions pour qu'elles puissent inclure la couleur. Après, on peut ajouter des effets assez cool comme par exemple le brouillard, la lueur, la réflexion.
La lumière Fresnel, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça marche. Ensuite, grâce à l'opérateur modulo, on peut faire répéter nos objets à l'infini, et donc pas besoin de créer une infinité de sphères. On peut même créer des fractales en transformant des tétraèdres grâce à des techniques, mais ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. On a vu comment créer des belles scènes avec le ray marcher, mais quels sont les avantages comparés aux autres techniques? Tout d'abord, on peut faire de la modélisation 3D très facilement, ensuite on peut faire des fractales, et tout ça avec aussi peu de lignes de code, et aussi avec des effets réalistes grâce aux différentes techniques d'illumination globale qui sont faciles à modifier. Et enfin, dans certains cas, cette technique est même plus rapide que les autres. Cependant, cette technique n'est pas beaucoup utilisée car c'est assez lent et très coûteux en performance, surtout sur des scènes complexes. Parfois, il y a des bugs dus aux transformations de fonctions de distance, mais cette technique est surtout utilisée quand on en a vraiment besoin, comme par exemple dans des analyses médicales, ou même pour créer des nuages dans les jeux vidéo, et surtout pour créer des fractales, et ça, ce sera un thème à part dont je vais parler dans une prochaine vidéo. Je vous laisse là-dessus, et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.